Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À les titres, le directeur communal de l'éducation de Matoto a envoyé un message officiel aux responsables d'écoles privées. Dans une note circulaire, il explique que plusieurs parents d'élèves se plaignent des difficultés pour récupérer les dossiers de leurs enfants dans certaines écoles privées. Il trouve cet acte contraire aux règles prévues pour le fonctionnement des écoles privées en Guinée. Reportage à suivre. Et puis la liberté de la presse menacée dans le monde. Ce jeudi, Réflexe International IDEA a publié un rapport qui révèle une forte régression de la liberté de la presse. Cette situation s'est particulièrement aggravée au cours de ces 5 dernières années. Explication à suivre. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Le Premier ministre Amadou Ouriba, en partance pour Bofa mercredi, a fait escale à Bouramaya chez le feu général Lansana Conté, ancien président de la République de Guinée de 1984 à 2008. Le locataire du palais de la Colombe s'est rendu au mausolée où il a déposé une gerbe de fleurs et s'est recueilli sur la tombe du général Lansana Conté. Il est au micro de Mamadou Tanouba. Vous savez, on est dans un processus d'une campagne référendaire. Et c'est extrêmement important, durant cette période, de se remémorer les souvenirs de notre passé. Si le président Sékou Touré est la figure marquante de l'accession de notre pays à l'indépendance, le général Lansana Conté est aussi la figure la plus emblématique, disons, du lancement du processus de démocratisation de la République de Guinée. En venant aujourd'hui rendre hommage au général Lansana Conté, c'est pour dire que nous sommes seulement un maillon d'une longue chaîne qui va se poursuivre. Il a fallu le général Lansana Conté dans les années 90 pour qu'il y ait maintenant, à travers le général Mamadi Doumbouya, un processus de renaissance et de refondation de l'État guinéen. C'est ainsi l'histoire. À chacun, il faut lui rendre hommage et c'est la raison pour laquelle notre présence ici, pour prier sur la tombe du général Lansana Conté et puis prier pour le pays, prier pour que notre processus démocratique aille de plus en plus en se renforçant, en se consolidant et en faisant en sorte que les espoirs qui étaient nés dans les années 90 se concrétisent enfin. C'est l'une des raisons majeures de notre présence ici ce soir. Comme annoncé au sommaire, le directeur communal de l'éducation de Matoto a adressé une note circulaire aux délégués scolaires de l'enseignement élémentaire, directeurs d'école et chefs d'établissement du privé. Il s'agit d'un constat des parents d'élèves qui révèle que ceux-ci rencontrent des difficultés par rapport au retrait des dossiers de leurs enfants dans les écoles privées. Le DCE regrette ces faits dit-il, contraires aux dispositions contenues dans l'ordonnance portant création du statut de l'école privée en République de Guinée. Fatou Kébé. Tout est parti des nombreuses plaintes des parents d'élèves qui veulent faire changer d'école leurs enfants, adressées au directeur communal de l'éducation de Matoto. Pour le retrait des dossiers dans ces écoles, les parents ont été confrontés au paiement de montants qui varient selon les écoles et les dossiers sont parfois même confisqués dans d'autres cas. J'ai dû constater avec des plaintes en provenance des parents d'élèves pour la confiscation des dossiers de leurs enfants. Il y a d'autres qui disent pour prendre le dossier d'un élève, il faut 200 000. Il faut 100 000, non, c'est pas comme ça. L'enfant vient, il fait son inscription. S'il veut quitter, vous y mettez le dossier. Il y en a d'autres, pour prendre le dossier, il faut 500 000, non. Donc dès qu'un parent se présente, j'appelle l'école, mais on ne peut pas continuer à appeler les écoles. Il faut que les écoles se conformisent en fonction du règlement
Aussitôt ces informations remontées, le directeur de la DCE a pris des dispositions pour y remédier. Il a adressé une note circulaire aux écoles privées de sa circonscription pour établir les parents d'élèves dans leurs droits. Mais si le parent a enlevé son enfant dans une école privée, un directeur ou un fondateur n'a nullement pas le droit de retenir le dossier de cet élève. Les parents d'élèves sont libres d'envoyer les enfants dans n'importe quelle école. Il suffit seulement que l'école soit une école sérieuse. C'est tout ce qui m'intéresse. Raison pour laquelle la note circulaire a été signée pour les rappeler les dispositions contenues dans l'ordonnance de création de ces écoles privées en 1984. Bon, depuis que la note circulaire a été signée, les parents qui m'ont parlé de la retenue des dossiers sont rentrés en possession des dossiers de leurs enfants. En dehors de la commune de Matoto, il faut rappeler que ces pratiques abusées sont souvent signalées un peu partout à Conakry à chaque approche de l'ouverture des classes. Et puis, le siège de la commune urbaine de Kagbeling a abrité ce jeudi la cérémonie de lancement des activités des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance sur l'axe Amdalaï-Kagbeling, une initiative mise en œuvre par le PNUD, l'UNFPA et l'UNICEF sous le financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Bangali Kamara. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est un conseil de veille, de sensibilisation et de prévention des conflits et de la délinquance juvénile. La démarche de la mise en place de ce conseil dans la commune de Kagbeling, comme dans plusieurs autres communes de l'axe Amdalaï-Kagbeling, vise à mobiliser les forces vives de la localité pour réfléchir sur les enjeux de la sécurité de leur zone. Ce projet vise la pacification de la zone Amdalaï-Kagbeling. Pacifier la zone en travaillant avec les jeunes, avec les femmes, avec les autorités, les forces de défense, pour que la question de la sécurité et la prévention de la délinquance dans cette commune soit un dialogue, soit une concertation où des jeunes et des femmes seront partie prenante, mais également c'est un projet qui va aider à la formation et à la réinsertion des jeunes dans cet axe. Donc c'est comment faire en sorte que le vivre ensemble, la cohabitation pacifique soit de mise de par la formation, le renforcement de capacités des jeunes. En sa qualité de première autorité de la circonscription, le président de la délégation spéciale de Kagbeling a également été choisi comme premier responsable de ce conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Un conseil qui vient appuyer le comité de défense et de sécurité déjà mis en place par la commune. D'abord, nous avons constitué des comités de défense et de sécurité au niveau de tous les quartiers de la commune urbaine de Kagbeling. Aujourd'hui, nous avons institué cet organisme pour nous aider dans ce sens. Donc c'est de partir vers cette population, de les sensibiliser et de les faire comprendre que la violence n'arrange rien. Le président de la Coalition nationale des associations pour la paix et le développement, CONAPED, salue la mise en place de cette structure qui œuvrera désormais à la promotion de la paix à travers le dialogue. Et à mon avis, la paix ne se décrète pas, comme je l'ai toujours dit. La paix aussi, ce n'est pas un silence forcé. On ne peut pas imposer la paix. Le meilleur moyen pour faire la paix, c'est le dialogue. Donc à travers ces comités, on va carrément quitter le monde de la répression pour rester dans le monde du dialogue. Des jeunes de l'axe Amdalaï-Kagbeling ont adhéré à l'initiative. Nous remercions beaucoup cette initiative. Elle est la bienvenue dans notre commune. Dans les différentes activités que nous allons mettre en place, nous allons passer dans les différents quartiers de Amdalaï jusqu'à Kagbeling, sensibiliser les jeunes, organiser des journées éducatives. Après l'installation des membres du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur l'axe Amdalaï-Kagbeling, ces derniers ont bénéficié d'une formation sur les missions et le fonctionnement du Conseil. Chaque année, pendant la saison des pluies, les peintres de voitures font face à de nombreuses difficultés entre humidité persistante, retard de séchage et risque de défaut sur les carrosseries. Les conditions de travail deviennent beaucoup plus contraignantes. Michel Yumba, Wendono et Moussa Kamara sont allés à la rencontre de maîtres peintres. Suivez.
Pendant cette période des grandes pluies, des peintres de voitures sont confrontés à d'énormes difficultés. La peinture automobile dépend considérablement de la température et du taux d'humidité. Mamadi Kondé, maître peintre, a du mal à s'en sortir dans son activité pendant la pluie. Quand il y a l'humidité, la peinture ne brille pas comme pendant la saison sèche. Ce que tu gagnes pendant la saison sèche est différent de cette saison pluvieuse. À chaque fois que tu veux travailler, il pleut. Pourtant, Maître Kondé a beaucoup de voitures à peindre dans son garage, mais il fait face à un manque d'espace suffisant pour faire son travail. Il est donc obligé de garder la patience quand il y a la pluie. Il est impossible de mettre les mastiques et les vernis sous la pluie, par faute d'espace et de moyens. Sinon, j'ai beaucoup de véhicules ici à peindre. Je suis obligé de me patienter. Pendant la saison des pluies, à l'image de Mamadi Kondé, des pratiquants du métier du peintre qui manquent d'abri travaillent dans les conditions précaires dans l'exercice de leur profession. Au titre de ce journal, un rapport publié ce jeudi 11 septembre par Réflexe International IDEA révèle une forte régression de la liberté de la presse dans le monde. Selon ce document de référence sur la démocratie, elle a atteint son niveau le plus bas depuis 50 années. La situation s'est particulièrement aggravée au cours de ces 5 dernières années. Commentaire à Germaine Massaré. Entre 2019 et 2024, plus d'un pays sur deux a vu reculer au moins un des indicateurs clés de la démocratie. Et c'est la liberté de la presse qui enregistre la chute la plus spectaculaire. Le secrétaire général d'International IDEA, Kevin Casas Zamora, parle d'une détérioration très grave, d'un pilier essentiel de la vie démocratique. Selon lui, ce recul s'explique par les restrictions imposées par plusieurs gouvernements par voie héritée de la pandémie de Covid-19, mais aussi par la montée de la désinformation. Au total, 43 pays sont concernés sur tous les continents, dont 15 en Afrique et 15 en Europe. Les reculs les plus marqués concernent l'Afghanistan, le Burkina Faso, la Birmanie et la Corée du Sud, où les procès en diffamation contre les journalistes se multiplient. Le rapport s'inquiète également de la concentration des médias et de la disparition progressive des médias locaux, essentiels au débat démocratique. Et si la situation aux États-Unis n'est pas encore pleinement prise en compte, International IDEA prévient, les tensions observées depuis le retour de Donald Trump pourraient avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières. Et pour finir, aux États-Unis, une célèbre figure de la droite radicale, Charlie Kirk, a été tué par balle mercredi 10 septembre 2025 alors qu'il s'exprimait dans une université de l'Utah à l'ouest du pays. Le tireur, toujours recherché par la police, et ses motivations ne sont pas encore connues. À 31 ans, Charlie Kirk était un influenceur et militant très connu qui défendait des idées ultra-conservatrices. Commentaire à Khadija Kaba. D'après les premières informations, le coup fatal aurait été tiré à plus de 200 mètres de distance depuis un bâtiment voisin. Le jeune activiste de 31 ans a été touché au cou. Malgré une évacuation en urgence vers un centre hospitalier, Charlie Kirk n'a pas survécu à ses blessures. Une perte brutale pour ses proches, ses partisans, mais aussi pour toute une frange du paysage politique américain. À l'annonce de sa mort, les réactions n'ont pas tardé. Le président Donald Trump s'est exprimé depuis la Maison-Blanche, qualifiant l'assassinat du moment sombre pour l'Amérique avant d'ordonner la mise en berne des drapeaux sur l'ensemble du territoire national. Il a salué la mémoire d'un jeune patriote dévoué à la cause conservatrice. De nombreux responsables politiques des deux camps ont unanimement condamné cet acte odieux. Certains y voient le signe inquiétant d'une montée de l'extrémisme et de la violence politique dans le pays déjà fortement polarisé. L'enquête a été confiée au FBI qui évoque pour l'heure une attaque ciblée. 2 personnes interpellées à proximité des lieux ont finalement été relâchées.
Le tireur, toujours en fuite, n'a pas été identifié et aucun mobile officiel n'a été avancé. Une vaste opération de surveillance et d'analyse balistique est en cours. Des images de vidéosurveillance ont été saisies et un appel à témoins a été lancé. Fondateur de Turning.USA, à seulement 18 ans, Charlie Kirk s'est imposé comme l'un des jeunes visages les plus en vue de la droite américaine. Très actif sur les réseaux sociaux, il comptait des millions de partisans, mais aussi de nombreux détracteurs à raison de ses prises de position jugées polarisantes sur les questions d'immigration, d'éducation ou encore de liberté religieuse. Il laisse derrière lui sa femme Erika French et 2 enfants en bas âge. Et voilà, c'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.